Voilà, bonsoir à toutes et à tous, cette fois c'est la bonne. Désolé pour le retard, les échanges lors des précédents ateliers étaient tellement passionnants que voilà, j'ai dû un peu déborder sur le sujet. On va parler cet après-midi de burn-out, avec une approche effectivement particulière, le burn-out vu comme une erreur managériale. Alors, merci déjà à l'Institut de la sociodynamique de m'avoir invité à partager ce propos-là. Je salue d'ailleurs votre courage et votre ouverture d'esprit. Il faut bien qu'on soit sur le campus de l'innovation managériale pour qu'on puisse voir des personnes venir assister à une conférence où on leur dit que peut-être qu'ils font des erreurs, et peut-être qu'ils en ont fait, et peut-être qu'ils pourraient éviter d'en faire. C'est vrai que c'est un peu fort, donc il faut que je chuchote. Certainement au niveau de la régie. Ah, la régie n'est pas accessible, donc je vais chuchoter. On va se la jouer un petit peu plus intimiste, comme ça. Là, ça va comme ça vous va? D'accord. Très bien. Pardonnez ma fougue, hein, voilà. heureusement que... Ah oui. Alors ça c'est les vieilles habitudes de conférenciers, en plus d'anciens chanteurs, de poser le micro sur le menton. Donc je vais parler doucement et je vais garder le micro là, si vous voulez bien. Mais si effectivement je m'emballe, n'hésitez pas à lever, à vous manifester et à me freiner dans mon élan. C'est bien parce qu'on est ici au campus de l'innovation managériale et qu'on est donc à la pointe de l'avant-garde du management, qu'on peut effectivement justement tenir des discours aussi libres. Alors, je me présente, je suis donc Roméo Cournal, je suis coach et formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Vous avez vu également que j'ai écrit que je suis coach intuitif. Pourquoi intuitif? Parce que je fais référence justement à la neuroscience. Okay. La neuroscience qui est la science qui étudie le rapport entre le cerveau et l'esprit. Okay. Vous avez un scientifique français très connu dont on a dû vous parler sur la conférence d'ouverture ce matin, c'est Jules-Henri Poincaré. Poincaré a écrit un bouquin absolument magnifique, enfin écrit plein de bouquins magnifiques, mais particulièrement celui-là, Science et méthode. Science et méthode dans lequel justement il va modéliser finalement l'intuition. Et on sait que c'est comme ça qu'il a résolu les équations de Albert Einstein, Marie Curie et Ernst. Celui des ondes, pas celui des voitures. Et donc, coach intuitif, pourquoi? Parce que c'est l'outil précisément, l'outil principal d'ailleurs. J'en utilise 59 autres, mais l'outil principal que j'utilise pour accompagner les personnes. Et puis, je suis également donc formateur spécialisé en neurosciences appliquées, formateur et donc praticien en thérapie brève et consultant en entreprise en excellence professionnelle. Okay. Et on va voir justement la notion d'excellence que l'on va comparer à la notion de performance. On va parler donc de burn-out ici. Je vais faire référence aux personnes qui sont justement les références a priori mondiales en matière de burn-out. C'est Christina Malache et Michael Later. Malache et Later sont co-auteurs de plusieurs livres sur la question, dont un qui s'appelle Burn-out, tout simplement. Ils sont psy tous les deux. Et ils définissent justement que le burn-out se situe dans l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Okay. Le burn-out, en Europe, on dit que c'est un syndrome d'épuisement professionnel. Alors, le burn-out est un syndrome, il n'est pas une maladie. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il est tout à fait souhaitable que le burn-out ne soit pas reconnu comme une maladie, parce que c'est un syndrome. Après, c'est peut-être mon côté un peu chiant de scientifique, une maladie est une maladie. Une maladie correspond à l'altération
fonctionnement d'un tissu, d'un organe ou d'un système. Et cette altération est due à une étiologie, à une cause. Et face à cette pathologie, on a un tableau, un processus thérapeutique qui est mis en place. Ça, c'est une maladie. Okay. Le syndrome, quant à lui, va correspondre à l'apparition plus ou moins simultanée, plus ou moins spontanée, d'un ensemble de symptômes et de signes cliniques. D'accord? On va appeler signe clinique un signe qui est mesurable par un spécialiste, un praticien, j'ai envie de dire, et on va appeler un symptôme le ressenti, donc l'appréciation subjective qu'aura l'individu de son mal-être, de sa souffrance, de sa douleur. D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel, mais pas que professionnel. Pourquoi? Parce que, effectivement, certains parents, certains adultes peuvent se retrouver en burn-out parental, tout simplement. Et certains enfants peuvent se retrouver en burn-out scolaire. D'accord? J'ai l'impression que dans la salle, il y a des personnes qui se sont reconnues déjà. Donc, qu'est-ce que... Alors maintenant, si je parle d'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire, il serait intéressant de se demander que sont les gens, qui ils sont, et ce qu'ils doivent faire, et comment c'est créé cet écartèlement-là. J'ai parlé d'écartèlement, je n'ai pas parlé d'écart, parce qu'il y a effectivement une dynamique. L'écartèlement, c'est effectivement un écart qui va progresser, dans un sens ou dans un autre. Mais généralement, l'écartèlement est caractérisé par l'éloignement, justement, de ce que les gens sont et de ce qu'ils doivent faire. Dans la mesure où je suis un peu également d'inspiration jungienne, je vais parler de soi et de moi. Le soi authentique, finalement, c'est ce que les gens sont. Les gens sont qui? Vous et moi, qui sommes-nous? Notre soi authentique, c'est finalement la personne qui s'est incarnée au 28e jour, à J+28 de la conception, d'accord? Au moment de ce que les obstétriciens appellent la première naissance. Et à J+28, on observe un machin, un mouvement respiratoire primaire, un machin qui bouge. Okay, ce machin qui bouge va disparaître à H+6 de la mort clinique. Donc ce machin n'est pas lié à la vie biologique, puisqu'elle arrive après, elle s'en va après. Okay, et c'est ça que je vais appeler finalement, pour plein de raisons, que je n'ai pas le temps de vous exposer, que je vais appeler finalement l'incarnation. Donc, jusqu'à 28 jours, il y a un amas de cellules. À partir de 28 jours, il y a une personne. Mais cette personne, c'est quoi? Cette personne, finalement, c'est... Alors, je m'en réfère encore à Jung. Jung appelle ça une âme. Okay, d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui appelle ça une âme. Hein. Il y en a plein qui emploient ce terme-là. Et finalement, la singularité, ce qui fait d'un individu un individu, ce qui fait d'un individu quelqu'un qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est finalement la façon original et originel qu'il a de gérer le temps, l'espace, les relations et les possessions. Quand vous regardez bien, on ne fait que ça toute notre vie. On gère de l'espace parce qu'on est toujours en quelque part. On gère du temps parce qu'on est toujours à un moment donné. On gère des relations parce qu'on est toujours en relation avec des gens, ou avec des personnes, ou avec soi, ou avec un environnement. Et on gère des possessions parce qu'on a toujours des choses. On acquiert, on perd, on garde, etc. Okay? Et en plus, chaque personne, finalement, va développer un mode opératoire qui lui sera propre, qui lui sera identitaire, pour gérer cet espace, ce temps, ces relations, ces possessions. Okay. Maintenant, c'est beau tout ça. On va dire que si, effectivement, une personne en arrive à se manifester là, c'est qu'elle a une intention. Elle est venue gérer de l'espace, du temps, des relations, des possessions d'une façon unique dans l'histoire de l'humanité. Ouais, c'est bien, mais au fait, pourquoi? Il y a bien une intention. On ne va pas partir dans de la métaphysique, on va simplement dire qu'effectivement, l'intention, c'est vivre des expériences. Alors, j'ai dit vivre des expériences, je n'ai pas dit vivre des événements. La différence entre une expérience et un événement, c'est quoi? C'est l'émotion que l'on met dessus. Okay? Un événement, c'est un événement. Mais une expérience va dépendre de l'émotion que j'attache à cet événement, que j'associe à cet événement.
L'exemple le plus que j'aime beaucoup m'a été donné par quelqu'un qui travaille à la Française des Jeux. Vous savez, c'est la dame qui vous appelle pour vous dire que vous avez gagné 27 millions d'euros. Et en fait, imaginez que vous avez une rage de dents. Une rage de dents, c'est une rage de dents. C'est généralement assez douloureux. C'est pas cool du tout. Mais imaginez que cette rage de dents, vous l'avez effectivement, la même rage de dents que vous avez soignée, elle vous revient 3 mois plus tard. Sauf que la veille de cette récidive, on vous a appelé pour vous dire que vous avez gagné 27 millions d'euros au loto. C'est pas exactement pareil, vécu pareil. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais je ne l'aurais pas vécu pareil. Et en fait, on est dans une expérience différente. Parce que l'émotion, finalement, l'état interne dans lequel on se trouve, et donc la biochimie dans laquelle se trouve le corps, n'est effectivement pas la même. Ok ? Donc on va beaucoup parler biologie, puisque j'ai une approche essentiellement neuroscientifique, donc on parle vraiment biologie, matière dure, d'accord ? Et en fait, les ressources finalement de ce soir, c'est, je vais l'appeler ça tout simplement la passion. Ce qui me motive, mon système de valeurs, ce qui me fait triper, comme on disait quand j'étais jeune. J'ai pas beaucoup changé, vous allez me dire, vous avez bien raison. Et le résultat finalement du fait d'être porté par sa passion, c'est l'excellence. Lorsqu'on est porté par la passion, on développe de la prise de risque, de la persévérance et de la précision, y compris de la précision dans le geste. Okay. C'est ce qu'on appelle l'excellence. Okay. Tant au niveau manuel qu'au niveau technique, qu'au niveau organisationnel, on parle vraiment d'excellence. Okay. Je vous recommande particulièrement là-dessus les travaux de Joël Guillon sur le MODESI, le mode opératoire identitaire et itératif. Chaque être humain a un mode opératoire qui lui est identitaire. La police est au courant, je vous préviens. Le fisc aussi est au courant, je vous préviens. Parce que, effectivement, les fraudes, quand on fait une investigation sur une fraude, on va chercher le mode opératoire de la fraude. Okay. Lorsqu'on voit un crime passionnel, etc., on va chercher le mode opératoire du crime. Okay. Donc ce sont des données qui sont scientifiques, qui sont complètement maîtrisées par un certain nombre d'interlocuteurs. Okay. Et donc on va dire que ça, c'est le soi authentique. Maintenant, cette personne qui s'est incarnée, on va rester dans le cadre sociologique des sociétés marquées par les codes socioculturels de la civilisation blanche caucasienne, les civilisations occidentales. Mais bon, pour dire ça en un seul mot. Mais le principe, il est là. Dans ces civilisations-là, les enfants, quand ils naissent, reçoivent une éducation. Dans les autres civilisations, ils reçoivent des initiations. C'est pas la même intention. Mais là, en fait, l'éducation, c'est finalement une proposition, plus ou moins fortement imposée, de gérer l'espace, le temps, les relations et les possessions. Okay. Et donc cette éducation va se traduire finalement par un certain nombre d'injonctions qui seront, j'allais dire, proférées, proposées par différentes autorités. Donc ces injonctions, sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Okay. Et les autorités qui vont asséner ces injonctions sont les autorités effectivement parentales, les autorités éducatives, sociales, religieuses, médicales, commerciales et médiatiques les plus récentes dans l'histoire de l'humanité. Mais seulement pour vous, mesdames, parce qu'on vous aime bien, et parce qu'on est dans une civilisation très prométhéenne, les autorités masculines. D'accord? Parce que par principe, l'archétype prométhéen rejette le féminin. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une journée mondiale de la femme, c'est pour ça qu'il y a des féministes, c'est pour ça qu'il y a des actions de lutte contre les violences faites aux femmes, actions auxquelles je prends une part énorme. Parce que, effectivement, dans l'inconscient collectif prométhéen, c'est pas naturel que ça n'existe pas. D'accord? C'est pas normal en tout cas. C'est pas le plus courant. Pourquoi est-ce que ces autorités nous demandent, nous font ces injonctions-là, et pourquoi on y répond? Tout simplement pour vivre. Parce que, effectivement, vous et moi, quand nous sommes nés, nous étions complètement dépendants physiologiquement. D'accord? Et donc, physiologiquement, nous avions besoin
de ces personnes autour de nous, que j'ai appelées des autorités, pour la survie biologique. Et nous avons tous un cerveau, même si par moment on peut être amené à en douter, mais tous les êtres humains font tout ce qu'ils font avec leur cerveau. Okay? Le cerveau, il a un objectif, c'est de maintenir en vie le corps dans lequel il se trouve. Le maintenir en vie, hein. Pas le maintenir en bonne santé, pas le maintenir en heureux ou quoi que ce soit, c'est pas son job, ça c'est le vôtre. Mais de maintenir en vie, donc d'assurer la survie biologique du corps dans lequel il se trouve. D'accord? Et donc pour ça, l'enfant a besoin de ressources particulières qui lui sont apportées par des personnes extérieures. Et la ressource la plus importante dont il a besoin, c'est l'attention, pendant un certain nombre de temps. Un enfant qui ne mange pas, mais qui est regardé, vit 5 fois plus longtemps qu'un enfant qui est regardé, mais qui mange, mais qui n'est pas regardé. Je la refais moins crispée. Un enfant qui ne mange pas, mais qui est regardé, va vivre biologiquement 5 fois plus longtemps qu'un enfant qui mange, mais qui n'est pas regardé. L'espérance de vie d'un enfant que personne ne regarde tourne aux alentours des 48 heures. Maintenant, effectivement, vous avez remarqué que ça n'arrive jamais qu'un enfant ne soit pas regardé dans les 48 heures. Mais le fait est que, sauf dans les laboratoires, où on a fait des expériences, mais le fait est que, oui, parce qu'il y a eu des expériences, figurez-vous. Ben, les dernières sont très récentes, hein, l'Allemagne nazie d'ailleurs. Les expériences montrent qu'effectivement, l'enfant a effectivement beaucoup plus besoin d'être regardé qu'il n'a besoin de manger. Des confrères de l'Université du Katmandou ont publié récemment les résultats d'une étude clinique sur la corrélation, la très forte corrélation entre le développement cognitif de l'enfant et ce qu'ils ont appelé la tendresse parentale. D'accord ? Donc c'est extrêmement fondateur et formateur pour l'enfant, même biologiquement. Okay. Alors finalement, pour répondre justement à ces injonctions, vous et moi, nous avons créé un moi social. Okay, un personnage fictif, superficiel et suradapté. Et heureusement qu'on l'a fait, parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Sinon. Okay. Ce moi social, il est donc fictif, c'est pas qui nous sommes vraiment, puisque ce n'est pas notre soi authentique. Il est superficiel, il sert aux interactions avec les autorités qui sont données. Okay. Et il est suradapté, parce que précisément, le but du jeu, c'est qu'il survive. Et la sélection naturelle veut que c'est le plus adapté qui survive, et pas le plus fort. Allez leur dire ça pour moi, s'il vous plaît. Donc l'intention, finalement, est de l'ordre de la performance. Okay, on a des objectifs à atteindre. Les ressources sont de l'ordre précisément de la force, globalement. Et finalement, le résultat de ça, ça va être l'épuisement des ressources. En tout cas, le risque qui pèse, c'est l'épuisement des ressources. Okay. Les ressources physiques et les ressources nerveuses d'un corps sont très rapidement atteintes. En tout cas, les ressources nerveuses et surtout les ressources émotionnelles sont très, très rapidement atteintes. Okay. Peut-être même plus que les physiques d'ailleurs. Okay. Et donc finalement, le burn-out, il va se situer dans quoi? Il va se situer dans le fait que, justement, le collaborateur ne va plus se retrouver finalement, il n'y aura plus de sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que sa présence sur le poste de travail va dégrader son rapport à lui-même. D'accord? Et en plus, il va prendre conscience de plus en plus, pour peu en plus qu'il se lance dans une démarche, je ne sais pas, de développement personnel, il va avoir un coach, il va faire une démarche de développement spirituel, de ce que vous voulez. Il va faire une démarche introspective, quelle qu'elle soit. Il va prendre de plus en plus conscience de l'écartèlement entre qui il est et ce qu'il doit faire. Je soutiens que, en fait, le burn-out n'est pas la résultante d'une quantité de travail excessive. Quand il y a quantité de travail excessive, il y a fatigue. Et j'en veux pour preuve que le temps de repos compense justement la fatigue. Lorsqu'il y a burn-out, le repos ne compense pas le temps travaillé. Sachant qu'en plus, il m'est arrivé d'accompagner, il m'arrive encore jusqu'à présent d'accompagner des personnes qui sont en burn-out alors qu'elles sont à temps partiel. Okay.
Et lorsqu'on parle d'enfants, par exemple, de burn-out scolaire, de burn-out parental, il n'est pas question de quantité de travail. D'accord ? Il est question de sens que l'on donne à ça. Comment est-ce qu'on va repérer ça dans une entreprise? Vous avez quelqu'un qui prend un arrêt maladie, parce qu'effectivement, le repos est nécessaire. Mais le repos est loin, et même très loin, d'être suffisant. Parce que précisément, quand on parle d'épuisement des ressources nerveuses et émotionnelles, non seulement le week-end ne va pas suffire à compenser la semaine, les vacances ne vont pas suffire à compenser les périodes travaillées, la nuit ne va pas suffire à compenser le jour. D'accord ? Et là, on est dans quelque chose qui va au-delà de la fatigue. On est vraiment dans de l'épuisement. Sachant qu'en plus, à la longue, va se mettre en place le tableau clinique, pour le coup, d'une maladie, qui est la dépression. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'au retour, finalement, les personnes se disent, vous avez même effectivement des managers qui vont dire, écoute, prends-toi une semaine, prends-toi 15 jours, pars en vacances, c'est cool, vas-y, reviens. Première erreur. Parce que le collaborateur va revenir avec un sentiment exacerbé de n'être qu'une ressource, comme une machine-outil. Elle est en panne, vous l'envoyez au SAV et elle retourne au charbon. Les humains, ça fonctionne un peu différemment. D'accord ? Et donc, du coup, si on est dans une question de perte de sens, si on est dans une question de, effectivement, le collaborateur ne s'y retrouve pas, en fait, dans la façon qu'il a de faire son métier, parce que ce n'est pas forcément le métier lui-même, mais dans la façon qu'on lui demande d'exercer son métier. Et c'est là où ça peut être compliqué, parce qu'on a des gens qui peuvent être passionnés par leur métier. Ils ont vraiment ça dans le sang. Sauf que, nouvelles procédures, nouvelles législations, nouvelle organisation, fusion-acquisition, nouvelle culture d'entreprise, les choses vont faire que l'individu ne se retrouve pas. Je suis beaucoup intervenu ces derniers temps dans des administrations, mais aussi des entreprises, des entreprises privées, où justement le mal-être s'est très clairement ressenti. Et quand vous regardez les documents RH, en termes d'arrêt maladie, en termes d'accident du travail, vous avez en fait un pic juste après une fusion. Exemple, conseil général, conseil régional, dans les cas où ça s'est fait. Exemple, Unédic à NPE. Ça, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais conseiller au Pôle emploi au moment où il y a eu la fusion. J'ai quitté le Pôle emploi précisément par un burn-out. La dernière fois que je suis allé bosser, c'est les pompiers qui m'ont sorti de là et je ne suis pas revenu depuis. D'accord ? Alors que j'étais déjà en train de créer l'activité pour laquelle, justement, dans laquelle aujourd'hui je m'épanouis et je m'amuse comme un fou. Le principe, il est là. Et surtout, je me réalise. Donc, si on a effectivement déjà des signes comme ça qui apparaissent, c'est qu'en fait, il est important que le collaborateur se repose, mais il va être fondamental que le collaborateur se repense. D'accord ? Pour éviter justement que les choses ne s'aggravent, parce que simplement, cette sensation de n'être qu'un outil, qu'une pièce dans le puzzle, c'est pas super édifiant en fait. Et ça l'est d'autant plus, le malaise est d'autant plus grand qu'on fait un métier qu'on aime. D'accord ? Et donc, finalement, pourquoi je dis que, en tout cas, je vais l'aborder, bien évidemment, la question est très très large, mais je vais l'aborder aujourd'hui avec vous du point de vue de l'erreur managériale. Pourquoi je dis ça ? Parce que, finalement, en fait, une série d'erreurs managériales ont été commises. Si un collaborateur en arrive à être en épuisement, ou au moins une. Alors, c'est vrai que on a tendance, effectivement, dans une organisation, dans un modèle économique, à choisir des collaborateurs qui sont reconnus de façon, j'ai envie de dire, logico-mathématique, comme étant correspondantes et performantes sur un poste de travail. D'accord ? Cette validation, cette reconnaissance s'appelle un diplôme. Alors, j'ai un collègue qui s'appelle Idrissa Berkane,
qui dit à l'envi que l'échec est un diplôme. Mais je connais peu de gens qui revendiquent d'avoir obtenu ce diplôme. Et pourtant, on a tous fait des erreurs. Et c'est précisément une série d'erreurs que moi-même j'aurais faites dans ma vie personnelle ou professionnelle qui m'a amené là aujourd'hui. Je vous garantis que je suis très heureux d'être là. Erreur fréquente également, adapter l'homme au travail. Ça a l'air évident d'adapter l'homme au travail. Mais ça ne marche pas. Le principe, justement, pour que le collaborateur se réalise sur son poste de travail, c'est d'adapter le poste de travail à l'homme. D'accord ? Aujourd'hui, on va tellement loin dans cette idée-là qu'on parle de biomimétisme. Okay ? Mais le fait est que si on a un poste de travail qui correspond à la cognition, à la structure cognitive, finalement, du collaborateur, on a beaucoup plus facilement quelqu'un qui va se réaliser dans son poste de travail que quelqu'un qui va bosser dans un environnement qui ne lui correspond pas. Et je ne parle pas que de l'histoire des bureaux individuels ou des open space, des choses comme ça. Je parle vraiment de toutes les composantes de la culture d'entreprise. D'accord ? L'une des erreurs également très fréquentes, on parlait justement d'erreur, c'est de sanctionner l'erreur sans la capitaliser. Évidemment que dans une vie, on fait des erreurs. Évidemment qu'un collaborateur fera des erreurs, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est pas tant de lui dire « mais tu as fait une erreur », de savoir pourquoi il l'a faite. Parce qu'en réalité, un comportement est toujours la manifestation d'un système de croyance. Donc peut-être qu'il a effectivement fait cette erreur-là. Alors peut-être, ça peut être accidentel, j'ai envie de dire, fatigue, conjoncture, je sais pas, enfin bref. Mais justement, ça peut être un premier signe. Parce que quand un collaborateur fait un acte très couramment, et que tout d'un coup, il commence à faire des erreurs sur quelque chose qu'il fait d'habitude, normalement, naturellement, et avec justement un certain niveau de performance, c'est au manager de se poser la question, de savoir s'il n'est pas en train de présenter les premiers signes de l'épuisement. La dyskinésie, par exemple, quand on parle de choses manuelles. Alors, même pas forcément dans un travail manuel. La dyskinésie, ça se voit bien aussi dans les entreprises papier-crayon, où vous avez par exemple des personnes qui perdent leurs clés, qui perdent leur dossier, qui ont un stylo en main qu'ils font tomber, enfin des choses comme ça. On a aussi une certaine irritabilité, un certain niveau de distraction qui fera qu'effectivement le collaborateur va se déconnecter de la tâche qu'il est en train de faire. Okay ? Et ça va effectivement générer des erreurs. Okay ? Et alors, erreur également fréquente, imposer une certaine académie, justement. On a parlé justement dans les ateliers précédents des profils zèbres, des profils multipotentiels, des gens qui vont bientôt envahir le marché du travail, enfin qui ont déjà commencé à l'envahir. Mais lorsqu'on parle d'une académie, justement, on parle d'une performance. Et certainement que dans les équipes, dans la mesure où, surtout dans des géographies d'équipes, dans des géométries d'équipes qui sont d'entreprises qui sont grandes et étendues, certainement qu'il y a à chercher dans l'équipe peut-être de meilleures façons de faire et des façons justement plus performantes en termes de résultats. Certainement que quelqu'un qui est dans un service et qui voit justement évoluer un service a un retour à faire plus haut pour dire, ben voilà, il y a ce truc-là qui pourrait fonctionner mieux, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que imposer une académie est de toute façon une erreur. Okay ? Même une culture d'entreprise, ça se co-construit. Des process, ça se co-construit. Ça ne s'impose pas. Enfin, je dis ça, mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'endroits où ça se fait. La non-reconnaissance du résultat des objectifs atteints, simplement. La non-reconnaissance des objectifs atteints. Souvent, les managers étant généralement, c'est une grosse tendance, mais ce n'est pas toujours le cas, étant généralement plus âgés que les équipes qui sont managées, il y a des représentations qui sont propres à leur génération, ce qui est bien normal. Okay ?
Et lorsqu'on parle de ces générations-là, il y a des générations de gens qui ont été élevés dans des choses du genre « Tu as fait ce que j'attendais de toi, je ne vais quand même pas te féliciter. Tu as juste fait ce que j'attendais de toi. » Bon sang, mais c'est bien sûr, toléré du soir. Et pourtant, particulièrement lorsqu'on parle des générations Y et Z, alors pire encore si on parle de l'alpha, la non-reconnaissance du résultat peut commencer à générer petit à petit, par le principe de l'érosion, un mal-être sur le poste de travail. Okay. La tendance qu'on a à fuir le turnover également peut être également une erreur qui va amener à dégrader justement le rapport qu'aura le collaborateur avec son poste de travail et donc finalement avec lui-même. Je vais passer directement pour faire le lien et je reviendrai à l'histoire de l'excellence et de la performance après, sur l'histoire de retenir le collaborateur. Ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne des entreprises, des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises, que vous voulez. Et en 20 ans, il n'y a jamais personne qui réussit à me convaincre du bien fondé de retenir quelqu'un qui veut partir. Alors, le défi est lancé, si vous voulez vous en donner un cœur joie, ça fait 20 ans que ça dure. Et pourtant, c'est tellement fréquent, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez penser qu'il est intéressant, qu'il est profitable pour votre modèle économique de retenir quelqu'un qui veut partir. Parce que s'il veut partir, quelle que soit sa motivation, il est déjà désengagé. Il est déjà désimpliqué. Donc le retenir ne fera qu'accentuer son inefficacité sur le poste de travail, et j'ai envie de dire qu'il aura bien raison. D'accord ? Je trouve presque dommage d'avoir à le dire, tellement ça me paraît évident. Mais dans le même temps, je suis toujours surpris jusqu'à présent par ces pratiques qui ont lieu, qui ont cours encore, tant dans les entreprises privées, les établissements publics que des entreprises privées. Retenir un collaborateur qui veut partir, je ne sais pas, je ne vois pas. Okay. Sachant que justement, si l'entreprise est bien structurée, que l'ADN de l'entreprise est bien défini, que les avatars de chaque poste sont bien définis, le recrutement devrait être quelque chose de plus facilité. Donc si quelqu'un veut partir, on pourra réduire autant que faire un peu le temps de remplacement de la pièce manquante, j'ai envie de dire, du collaborateur qui s'en va. Okay. Sachant que plus on aura réduit ce temps, plus tôt on aura remplacé le collaborateur qui veut partir, et j'insiste, encore, quelle que soit la raison pour laquelle il veut partir, plus vite on aura récupéré les préjudices que pourrait entraîner sa non-implication. Ok ? Et puis, erreur fréquente, demander à un excellent, à un performant d'être excellent, mais aussi à l'inverse, en fait. Si je reviens sur l'histoire du soi, du mode opératoire identitaire, lorsqu'un collaborateur se réalise sur son poste de travail, il va développer une excellence. Il va développer effectivement un certain niveau de résultat. Lorsqu'un performant se tue à la tâche, il va effectivement donner un résultat, mais qui sera effectivement moindre. Et très souvent, on va demander à des performants d'atteindre les résultats des excellents. Biologiquement, ce n'est pas possible. Et assez curieusement, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, on va même demander à un excellent de réduire sa voilure pour ne pas créer de malaise dans l'équipe. Je vous garantis que ça m'est arrivé. D'accord ? Et apparemment, c'est arrivé à certaines personnes d'entre vous, si j'ai bien vu ça. Ok ? C'est, en plus d'être aberrant, d'être frustrant, c'est extrêmement énergétisant, en fait. Oui. Alors, puisqu'il faut passer aux questions, alors on va justement passer aux questions, si vous en avez, parce que j'imagine que les réponses sont dans les slides d'après. Oui. Vous pouvez préciser la différence entre performant et excellent?
Un performant, c'est quelqu'un qui va produire un effort maximum pour atteindre un résultat. Et il atteindra un niveau de résultat, un niveau de performance. Un excellent, c'est quelqu'un qui, se réalisant sur son poste de travail, va en fait exprimer qui il est vraiment dans son poste de travail. Et il va en arriver à des résultats qui seront 30 à 70% supérieurs, non pas en faisant des efforts, parce que l'excellence est le fruit du moindre effort, mais en se laissant porter par ce que certains appellent le flow, F-L-O-W, ou finalement sa passion, si vous voulez. D'accord ? Pour vous donner un exemple, j'ai cette personne, ce jeune que j'accompagnais, qui me dit un jour, tu sais Roméo, l'endroit où je me sens où je me sens vraiment vivant, c'est quand je suis à mes fourneaux. Vous avez compris qu'il était cuisinier. L'année d'après, après l'accompagnement qu'on a fait, il s'est retrouvé chef pâtissier à Kuala Lumpur, dans un palace, avec un niveau de salaire qui dépasse certainement la somme de tous nos salaires ici. D'accord ? Parce qu'en réalité, il ne travaille pas, il vit, c'est qui il est. Et ce qu'il va produire, vous ne pouvez pas demander à un performant de le produire. Parce qu'il faut se réaliser pour en arriver à un tel niveau d'excellence, à un tel niveau de précision, à un tel niveau de créativité. Vous ne pouvez pas demander à un humain de supporter un effort trop longtemps. Par contre, vous pouvez demander à un humain de vivre sa passion tout le temps, il n'y a pas de souci. Tiger Woods passe, paraît-il, 18 heures sur un cours de golf par jour. Vous pensez bien que si ça ne l'intéressait pas, il ne l'aurait pas fait, même physiquement. J'ai deux questions. Ah, effectivement, récompenser la docilité. Alors, pourquoi ça correspond effectivement au fait de ne pas, à l'inverse en fait, d'imposer l'académie. Parce que récompenser la docilité, justement, tue la créativité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que si vous récompensez la docilité, bravo, tu as fait ce que je t'ai dit de faire, comme je t'ai dit de le faire, c'est bien, et donc du coup vous imposez l'académie, vous tuez la créativité des équipes. Et lorsqu'il sera question justement d'être créatif, vos équipes ne vous suivront pas. Et donc, du coup, l'équipe ne va pas non plus accompagner la performance de l'entreprise. Mais du coup, dans la mesure où la créativité est l'expression même de la personne sur son poste de travail va se sentir étouffée. Et vivra mal, encore une fois, l'expérience collaborateur. Question ? Je comprends l'approche managériale avec des erreurs fréquentes, mais est-ce qu'il existe des profils à burn-out inversement? Est-ce que, quand on met de côté les erreurs managériales, est-ce qu'il peut y avoir des profils qui sont plus voués à burn-out? Est-ce qu'il peut y avoir des profils certains de mes collègues vous diront que justement les profils les plus impliqués sont les plus exposés. Mais en réalité, à mon sens, ce n'est pas une question de profil, c'est une question de contexte, c'est une question conjoncturelle, c'est une question de situation. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a un profil soi-disant fort, justement, qui est à l'aise dans ses baskets, mais qui, pour des raisons justement conjoncturelles, ne pourra pas... on pourrait être très impacté par ça. Pourra être très très impacté par l'absence justement de formation professionnelle ou la non-adéquation de la formation professionnelle. Par exemple, un refus, je l'ai vu très souvent, un refus de rupture de contrat, le fait de retenir un collaborateur. Les personnes que j'ai vues partir, y compris quand j'étais salarié, que j'ai vues partir en burn-out en premier, n'étaient pas du tout celles que je pensais. Et les personnes dont on aurait pu penser qu'elles seraient peut-être émotionnellement, psychologiquement suffisamment fragiles pour être les premières à tomber sont encore là. Donc je ne parlerai pas de profil. Je n'abonde pas en fait dans ce sens-là. En fait. Je crois vraiment que c'est des questions de situation. Sachant qu'en plus,
Un individu est à un moment de sa vie, justement. Il peut se retrouver fragilisé à ce moment de sa vie par rapport à des éléments externes. Je ne sais pas, la perte d'un proche, un déménagement, la maladie ou quoi que ce soit. La personne peut se retrouver dans une étape et justement être suffisamment fragile pour que quelque chose qui ne l'aurait pas atteint 5 ans plus tôt, peut-être 5 mois plus tôt, pourra complètement le déstabiliser justement à ce moment-là. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle justement je recommande ces démarches justement pour réagir en fait, lorsque les choses commencent véritablement à se mettre en place. Okay ? Bien évidemment, écoutez, accompagner le non-retour au poste de travail. Très clairement. Parce que peut-être, encore une fois, on parle de profil, peut-être que le profil, puisque les humains évoluent, peut-être que quand il avait 20 ans, il n'était pas parfait sur ce poste, mais maintenant qu'il a 28 ans, qu'il s'est marié, qu'il a 2 enfants, peut-être qu'il aspire à une autre qualité de vie. Et ce qu'il aurait vécu justement à 20 ans très fortement, très facilement, à 30 ans plus beaucoup. Donc c'est pas tant son profil, c'est l'endroit où il en est de sa vie. Mais ça regarde aussi le manager, en fait. Ça le regarde. C'est pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Hein. Oui. Justement, comment un manager peut-il détecter les signaux finalement du burn-out? Les premiers signaux sont justement le désengagement. Les premiers signaux sont d'ailleurs émotionnels. C'est j'ai pas envie d'y aller, une certaine irritabilité et une certaine distance que l'on va prendre. Pourquoi est-ce que le collaborateur prend une distance et se désengage de son poste de travail? C'est pour se protéger de l'expérience qu'il vit. En fait. Les premiers signaux peuvent être aussi les résultats. En fait, en vrai. Quelqu'un qui était, encore une fois, à un certain niveau de résultat, tout d'un coup, vous pond un truc et puis vous vous rendez compte que sur la durée, il se passe quoi? Simplement. Okay. C'est véritablement une écoute, j'ai envie de dire, holistique de la personne. Est-ce qu'il ne peut pas utiliser l'épuisement professionnel comme un alibi? Est-ce qu'il ne peut pas utiliser l'épuisement professionnel qui est très à la mode comme un alibi? C'est-à-dire qu'en réalité, il est incompétent et il dit qu'il est épuisé. Ah, possible, mais ça, justement, la GPEC et le management RH, justement, peut le mesurer, ça. Parce que s'il est incompétent et qu'on lui propose, il sera certainement très heureux si on lui propose une montée en compétences, si on lui propose un accompagnement technique sur l'acquisition de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, peut-être même de nouveaux savoir-être, pour justement, encore une fois, se réaliser sur son poste de travail. Mais c'est vrai que l'histoire du prétexte, l'alibi, je rebondis dessus, parce qu'en réalité, c'est vraiment très juste, parce qu'il ne faut pas oublier que l'essentiel de la vie de quelqu'un qui travaille, j'entends, se passe justement dans sa sphère professionnelle. D'accord ? Donc peut-être que la racine est ailleurs. Mais dans la mesure où on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos enfants, dans la mesure où la sphère professionnelle nous prend énormément de temps, parce que dans la sphère professionnelle, je rajoute le temps de transport pour y aller, je rajoute le temps de pause déjeuner à midi, et je rajoute le temps de transport pour en revenir. Donc, vous voyez combien ça vous fait quand on est à 35 heures, par exemple, ou plus, et qu'on a 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir. Donc, matériellement, ça prend beaucoup plus de temps d'investir sa sphère professionnelle. Et il est normal, en tout cas naturel, que quelqu'un arrive avec ses problèmes dans l'entreprise. Pendant très longtemps, j'ai entendu, je me souviens, quand j'ai fait mes premières écoles de commerce, on me disait laisse tes problèmes devant la porte. Le problème, c'est que si je laisse mes problèmes devant la porte, je laisse mon cerveau. Et si je laisse mon cerveau, on m'a demandé de venir précisément pour mon cerveau. D'accord ? Donc, il y a effectivement une écoute, encore une fois, à réaliser par rapport à ça. Et l'écoute, justement, elle commence dès le recrutement.
C'est pour ça que je fais référence justement à ces outils, effectivement, qui vont beaucoup plus loin que la simple mesure de la technicité, du savoir-faire, qui vont vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je parle vraiment de profilage et je parle encore une fois de repérer dans la vie du candidat où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il correspond à ça? Et je vous garantis qu'on a des outils pour évaluer avec une marge d'erreur, bien évidemment, mais pour évaluer combien de temps ce candidat-là pourra s'épanouir sur le poste de travail et à partir de quand il va donner des premiers signes de « tiens, je vais aller faire autre chose ». Okay? On peut très très bien évaluer ça. Encore une fois, il y a des marges d'erreur parce que l'être humain étant imprévisible, on a prévu qu'il l'est. Donc on peut malgré tout avoir une vision là-dessus. Oui. En fait, le modèle que vous présentez est vraiment très ciblé sur des gens qui sont dans une organisation avec un N+1, N+2, etc. Donc quand un responsable d'entreprise fait un burn-out, c'est pas un burn-out dans votre modèle ou c'est qu'il s'est trompé sur son choix de vie Le modèle convient également pour des TPE et même pour des indépendants. Parce que, j'en accompagne beaucoup d'ailleurs, de plus en plus. Parce que précisément, la posture de l'opérateur d'entreprise, ne serait-ce que du point de vue de l'intelligence financière, est la plus dangereuse, est la plus délicate, en fait. Lorsqu'un chef d'entreprise se retrouve effectivement en burn-out, ou un indépendant se retrouve en burn-out, c'est que, pareillement, il ne se retrouve plus à l'endroit où il en est personnellement, il ne se réalise plus dans sa posture, dans son expérience en fait professionnelle, c'est-à-dire dans l'émotion qu'il met sur les événements de sa vie professionnelle. Et ça, effectivement, ça se voit relativement fréquemment. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile à détecter, parce que j'ai envie de dire, s'il n'a pas un entourage bienveillant, ou des personnes qui vont dire, écoute, parce que le chef, il n'est pas manager. Ça demande une introspection peut-être plus importante pour lui, ça demande une remise en question pour lui. Bon, est-ce que je vais si bien que ça? Est-ce que... Voilà. Et puis, vous savez, il y a une dimension émotionnelle très très forte, surtout à une entreprise qu'on a créée. Jusqu'à présent, j'entends l'expression « c'est mon bébé », en fait. On crée une entreprise, c'est le projet de ma vie, c'est son bébé, en fait, en vrai. Et le simple fait de se dire qu'il se pourrait peut-être que, éventuellement, on pourrait se trouver dans une situation où il serait pertinent de vendre l'entreprise, ou pertinent pour moi de faire autre chose, ou même de faire autrement, il y a forcément un choc émotionnel à gérer là. Forcément. Vous avez parlé de profilage et de recrutement. Est-ce que vous avez fait des études pour voir, en fonction des MBTI par exemple, oui, les gens qui seraient beaucoup plus à même à faire des événements de burn-out, par exemple? Je n'ai pas fait d'études comme ça, justement, ça rebondit sur la question de la jeune femme tout à l'heure. Je ne saurais pas vous dire si, je sais pas, si un NTJ, par exemple, pourrait plus faire un burn-out qu'un autre. Je ne pense pas. Encore une fois, c'est pas, surtout que ces modèles ne fonctionnent que quand ils sont vus de façon dynamique. Est-ce qu'un profil 8 en énéagramme va plus facilement faire un burn-out? Non, pas forcément. Sauf si, comme il se désintègre en deux, je peux repérer qu'effectivement il est en train de se désintégrer et qu'éventuellement il pourrait donner des signes d'épuisement. Mais là, encore une fois, on est dans quelque chose de complètement dynamique. Et pas du tout figé. Parce que, encore une fois, un humain n'est jamais figé, finalement, même dans sa personne. Question? Je voudrais revenir sur la liste que vous aviez montré des erreurs, en fait, managériales fréquentes, et sans conteste, ça en est. Oui. Mais en général, quand on pratique ce genre d'erreur, on le pratique vis-à-vis de l'ensemble d'une équipe. Oui. Donc, pourquoi, du coup... Alors, du coup, je cherche le lien avec votre titre. Vous me suivez? Avec le titre disant « Burnout, erreur managériale ».
Le lien, c'est que justement, l'erreur est faite auprès de toute l'équipe. Bien sûr. Sauf que l'équipe est composée d'individus. Et ces individus ont des profils et en sont à des endroits de leur carrière et de leur vie personnelle qui pourront effectivement amener à cette situation-là. Et un management qui fait sens, un management qui est en veille, justement, aura moins tendance justement à développer finalement dans son équipe ce genre de choses. Je le dis parce que pour le coup, là j'ai fait des études et des recherches là-dessus avec des collègues, certains profils de managers par contre, effectivement, sont corrélés avec un certain nombre de... Certaines écoles de management, on va dire, sont corrélées avec un certain nombre d'événements burn-out dans certains secteurs. C'est assez curieux parce que ça peut varier de secteur à l'autre. Je voudrais apporter un témoignage sur cette histoire d'erreur. On a eu il y a 1 an et demi un suicide dans l'entreprise et on a eu psychiatres, psychologues qui sont venus. Et ce qui a été clairement dit, c'est que vous avez des salariés qui sont sentinelles et que quand l'organisation commence à ne pas aller, c'est eux. Alors, est-ce qu'on va les appeler des hauts potentiels? Est-ce qu'on va les appeler des surdoués? Vous avez dans des organisations ces quelques salariés qui commencent à faire les erreurs parce que l'organisation ne va plus. Et plutôt que de se pencher sur l'humain, c'est plutôt se pencher sur qu'est-ce qui ne va plus dans l'organisation. C'est ce témoignage que je voulais vous apporter par rapport à la liste que vous avez faite. Ne pas forcément se focaliser sur la personne qui fait l'erreur, mais d'avoir une vision beaucoup plus systémique et se dire, ce salarié qui était effectivement excellent, pourquoi il fait une erreur aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le contexte qui fait que... Clairement, clairement. Encore une fois, c'est une question de rapport avec son poste de travail. Et du coup, le contexte qui pourrait justement minimiser, à mon sens, le risque d'épuisement, c'est un contexte où l'entreprise, justement, a tellement bien défini, tellement clairement défini son projet d'entreprise, sa culture d'entreprise, l'ADN véritablement de sa mission, la vision du COMEX ou du CODIR s'il y en a un, ou la vision de l'unique chef d'entreprise si on parle d'une TPE. Quand les choses sont clairement définies et que le collaborateur justement est recruté, est managé, est retenu, est maintenu dans une expérience collaborateur, encore une fois, édifiante, à partir de ce moment-là, on minimise, mais vraiment à l'incompressible, le taux d'épuisement. Vraiment. Mais encore une fois, j'ai bien conscience que ça demande une vision très très panoramique, effectivement, de la vie en entreprise. On a atteint l'heure, je crois. C'est ça. Merci en tout cas de votre participation.